Entre, ma chérie. C'est ici. Bonsoir. Enchanté. Oui, c'est ici. Nous aussi, nous sommes enchantés que vous ayez pu vous libérer pour parler d'amour, de rêve et d'acteurs avec un Daniel Auteuil très habité par son sujet. Nous étions 4 acteurs, ivres de joie d'être ensemble, ivres de jeu, 4 locomotives. On ne peut pas les arrêter. Et puis je vous proposerai une rencontre avec Jean-Paul Siverac, pour qui le cinéma est une quête existentielle qu'il traduit dans son nouveau film, mais provincial. Ce qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est le cinéma d'auteur. Parce qu'il y a effectivement un regard personnel sur le monde que l'auteur essaie de nous faire partager. Mais Provincial, c'est une histoire sentimentale qui évoque les jeunes filles avec lesquelles un jeune homme a des relations amoureuses. Mais c'est aussi une référence au philosophe Pascal, qui parle de la nécessité de mettre ses intentions en conformité avec ses actes. Action. Il y a des moments où on a l'impression que ça existe, que le monde est là, pour nous. C'est des moments comme ça que le cinéma peut faire sentir, non? Après 8 longs métrages en 20 ans, dont Ni d'Ève ni d'Adam ou À travers la forêt, Jean-Paul Siverac délaisse le fantastique pour s'intéresser au passage du rêve au réel pour tous ceux pour qui faire des films est une quête existentielle. Nous vivions alors dans une époque étrange. C'était un mélange d'activité, d'hésitation et de paresse, d'utopie brillante, d'aspiration philosophique ou religieuse, d'enthousiasme vague, mêlé de certains instincts de renaissance. Mais Provincial, c'est un récit d'apprentissage. Quel genre de cinéma, quel cinéaste a participé de votre formation sur le monde, comme être pensant, comme être ressentant? C'est assez daté dans ma biographie parce que ça correspond à la lecture de 2 livres, La Métamorphose de Kafka et Crime et Châtiment, où je me suis aperçu que la littérature, c'est autre chose que les bandes dessinées que je lisais. Et j'ai vu cette année-là Apocalypse Now et Le Tambour, qui était la double palme d'or de cette année en 1979. Les auteurs qui ont tout de suite commencé à partir de 16-17 ans, c'est Robert Bresson, parce que j'ai découvert ses films assez tôt, en fait, et le dernier, notamment L'Argent, dont j'ai été le contemporain, en fait. Les films de Tarkovsky, les films de Bergman, puisque Fanny Alexandre, là j'avais une vingtaine d'années, je sais. Mizoguchi, le cinéma japonais, beaucoup, et puis beaucoup le cinéma italien, énormément de cinéma italien. Pasolini, Visconti, tout ça. Alors justement, pour vous, c'est quoi la vocation du cinéma? C'est de montrer la vie, de montrer une expérience de la vie? Ce qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est le cinéma d'auteur. Parce que dans le cinéma d'auteur, il y a effectivement un regard personnel sur le monde que l'auteur essaie de nous faire partager. C'est là, quand je voyais Apocalypse Now, je voyais la différence entre un cinéma, disons, d'auteur, puisque Coppola est un auteur, et puis, disons, le tout venant du film de guerre traditionnel, académique, on va dire, et puis tout à coup, quelqu'un qui a un regard particulier sur la guerre. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire du cinéma. Nos pères, ils ont échoué, ils ont consenti à tout, ils ont rien à nous dire. Ils nous ont juste laissé une planète dans un état catastrophique, et c'est à nous seuls de la sauver et de nous sauver nous-mêmes. Et vous faites quoi pour ça? Des films? Vous trouvez ça suffisant? Un film, ça agit dans la vraie vie. Tu crois ça? Tu crois que les films peuvent sauver la planète? Il y a un cinéaste qu'on peut inviter dans notre discussion, Jean-Paul Siverac, qui est évident, qui est Philippe Garrel. C'est un cinéma de l'intimité, c'est un cinéma du romanesque, c'est un cinéma de la voix intérieure. Quand on voit votre film, on ne peut se souvenir que de Sauvage Innocence. Oui, c'est un cinéaste dont j'ai vu beaucoup de films et qui... Alors bon, ce qui ajoute un peu à l'affaire, c'est que le film est en noir et blanc et qu'il tourne beaucoup en noir et blanc. Peut-être que la différence qu'il y a entre celui-ci et les siens, c'est que le mien est très dialogué. Voilà, et je trouve souvent... Et il est moins contemplatif. Le cinéma de Philippe Garrel est beaucoup plus contemplatif que le mien, beaucoup plus, beaucoup plus. Et moi, j'aime énormément en fait, la période charnière, disons, entre le moment où il est passé de son cinéma, appelons-le bêtement, plus expérimental, à un cinéma plus romanesque qui commence vraiment avec « J'entends plus la guitare », dans mon souvenir, dont j'étais contemporain. Et entre les deux, il y a 3 films, je crois. Il y a « L'enfant secret », il y a « Elle a passé tant d'heures sur les Sunlight »
et Liberté la nuit, qui sont des films un peu intermédiaires, et c'est ces films-là, moi, qui m'ont beaucoup marqué, en fait. Je voudrais qu'on termine avec Rohmer et je voulais savoir si c'était une figure tutélaire, surtout par rapport à ce film, puisque chez Rohmer, on se cherche encore et encore et on dit la vie par les mots. C'est votre grand frère, Éric Rohmer ? Bon, c'est un cinéaste important qui a beaucoup compté pour moi, comme à peu près tous les cinéastes de Nouvelle Vague, sauf Chabrol. Et il est vrai que quand j'ai écrit ce film, j'ai pas pensé, disons, à un film de Rohmer en particulier, mais je me suis dit, en l'écrivant, que ça avait quand même à voir avec des films comme Manouche et Maud, au sens où, effectivement, les personnages essaient d'exprimer, de dire ce qu'ils ressentent. Il y a quand même une discussion sur Pascal dans Manouche et Maud entre Jean-Louis Trintignant et Antoine Vitesse. Et on a une discussion ici sur les provinciales de Pascal. Donc je ne pouvais pas ne pas y penser de façon comme ça, vraiment anecdotique. Ça n'est pas qu'un cinéma de la parole, mais on se rend compte dans votre histoire que la politique et l'amour ne s'excluent pas quand on en parle. Alors je ne sais pas si le cinéma a changé le monde pour vous. En tous les cas, ce que vous nous donnez à voir, c'est qu'il a changé la représentation du monde. Quel cinéaste a été l'artificier de ce changement ? Le film important pour moi, c'est précisément celui qui s'appelle, d'ailleurs, c'est amusant, je n'y ai pas pensé, qui s'appelle La Parole, c'est-à-dire Ordette, de Karl Dreyer. Voilà, c'est-à-dire ça, c'est un film... Bon, il y a un avant et un après, très clairement pour moi. Voilà. Merci Jean-Paul Siverac de nous avoir permis de voyager un peu dans votre cinéma. Merci à vous. Depuis 2011, l'acteur Daniel Auteuil a étendu la palette de son talent en s'attachant à la réalisation de ses films. Après un hommage à Pagnol, avec La fille du puisatier et Marius et Fanny, le voilà aux commandes d'un 4e film, véritable fantaisie amoureuse dont on se doute qu'elle trouve des influences dans des univers aussi divers qu'inattendus. Bonsoir. Enchantée. Enchanté. Mais je n'arrive pas à comprendre comment il a pu quitter Laurence, qui est une femme extraordinaire, pour cette gamine de 30 ans. Oh, écoute, c'est pourtant très facile à comprendre, hein. Pardon, qu'est-ce que t'as dit? Moi? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Je voudrais débuter en vous faisant un cadeau pour vous mettre dans les meilleures dispositions pour cet entretien. Ce cadeau, il parle d'un film, un film d'amour, un film d'un couple qui se défait. Ah, ça y est, je sais. Ah, Un film des années 60. un film de 1963, exactement. Oui, c'est ça. C'est un de mes films préférés. Je crois bien que mon film préféré, ça s'appelle Le Mépris. C'est bien ça? Regardez. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Ouvrez-le. Oh là là. Alors voilà, c'est le manuscrit original du Mépris, écrit de la main de Jean-Luc Godard. Oh là là, mais c'est somptueux. Non, c'est somptueux, ça. Ce manuscrit a été perdu pendant 60 ans et il est de nouveau réédité grâce aux éditions des Saint-Pères. Et il est numéroté, s'il vous plaît. Alors vous verrez, il y a bien sûr toute l'écriture de Jean-Luc Godard et on découvre qu'il écrit très très bien. Et puis le film a une histoire un peu particulière, il y a eu beaucoup de retake. Et voyez ça, c'est pas écrit de la main de Jean-Luc Godard, mais c'est tous les réajouts. Camille, je t'aime. Paul a le vague espoir qu'elle ne ment pas, mais il aurait voulu être tout à fait rassuré. Camille le regarde comme si elle avait deviné son désir. Elle murmure « Allez, embrasse-moi ». Vous avez les images quand vous lisez tout de suite en tête? Oui. Pourquoi c'est votre film, un de vos films préférés? Parce qu'il parle d'un sentiment particulier qui commence par le désenchantement. Et c'est la pire des choses qui puisse arriver en amour, le mépris. C'est irrémédiable. Si votre femme vous méprise, elle n'a plus aucune raison de vous aimer. Le mépris, c'est le tue l'amour par excellence. Et être méprisé par la femme qu'on aime et qui vous a aimé, c'est la pire des punitions. Il y a un autre metteur en scène qui est taraudé par la question de l'amour et du corollaire autour de la passion, du désir, de la solitude, de l'abandon. C'est Ingmar Bergman. Oui. Est-ce que quand vous faites votre film, vous pensez à Ingmar Bergman? Parce que c'est une comédie et il y a une comédie de Ingmar Bergman qu'on connaît moins, qui est Sourire d'une nuit d'été. Oui, qui est très drôle, qui est même délirante. Je pense qu'il s'est inspiré des comédies américaines. Il y a quelque chose qui le fascine là-dedans.
om man mig vore kär. Vad vore livet? Akta den här, Fredrik, det är en stor vattenpuss. Mais est-ce que vous avez pu revoir ce film, par exemple, Sourire d'une nuit d'été? Oui, je l'ai Pourquoi? revu. Pour le burlesque, mais parce que surtout, je voudrais rapprocher deux tentatives. C'est-à-dire, quand Bergman filme une comédie, il filme de loin, il filme des corps, il filme des déplacements, il filme des acteurs. Et dans votre film, il y a ça. Mais c'est parce que Bergman vient du théâtre. Oui. Il aime les acteurs. Je ne dis pas que les autres... Mais il y a quelque chose, si vous voulez, si on laisse jouer une scène un peu longtemps, il va se passer des choses qu'on peut obtenir de façon plus technique en découpant, mais si on la laisse jouer, il y a quelques imperfections qui vont faire entrer la vie et qui vont donner à la scène une vraie unité. Est-ce que vous êtes un grand sentimental Non, mais je me permets, hein, Daniel. Non, mais au cinéma, est-ce que vous aimez les histoires d'amour? Moi, j'allais dire je n'aime que ça parce que je suis accessible. Non, c'est pas vrai, je n'aime pas que ça. Mais je suis très sensible. Je suis un sentimental et pour avoir été frustré de romantisme quand j'étais jeune acteur, j'entends, hein, je ne parle pas de la vie, c'est-à-dire pour avoir eu envie de jouer les personnages de Musset, et on ne prenait pas parce qu'à l'époque, maintenant encore moins, mais j'avais pas le profil pour... Vous n'étiez pas le jeune premier. Non, alors que je serais jeune aujourd'hui, on pourrait le faire parce que tous les codes ont changé, les codes physiques ont changé. Au cinéma, ça a changé avec l'apparition, dans les années 70, de Pacino, de Niro et Dustin Hoffman. Tout d'un coup, on a vu arriver des petits bruns. Et tous les petits bruns du cinéma français se sont dit « Ah, on a une chance !» J'adore, vous parlez en connaissance de cause. Hein. Et moi alors, j'ai le droit de citer aussi ou pas? Oui, moi aussi, voilà. Et donc, moi qui aime passionnément les acteurs, j'ai eu la chance de rencontrer des vieux acteurs qui avaient fait des carrières prodigieuses et de les toucher pour me nourrir davantage quand je regarde les films, je sais qu'ils sont de chair. Vous me parlez des acteurs que vous avez touchés que... Non, je veux dire par là des acteurs de légende que j'ai rencontrés, comme Meryl Streep ou Marcello Mastroianni, avec qui j'ai travaillé. Mais ça vous fait quoi de rencontrer ces acteurs de légende? C'est un fragment de lumière dans votre vie? Quand on est petit garçon et qu'on lit des contes, et ça n'existe pas, puisque c'est des contes, mais tout d'un coup, le cinéma, qui est un conte éveillé, vous fait rencontrer les princesses pour de vrai. Et c'est des princesses qui se sont sorties du livre. Hein. Mais à quel moment vous avez eu... tout petit. Le culte... Tout petit. Dès l'apparition de journaux comme Ciné-Revue ou Ciné-Monde. Vous aviez eu le culte de l'acteur? De l'actrice. Ah, de l'actrice, oui. D'accord. Oui, de l'actrice et de la princesse. La princesse, oui. Mais Daniel Auteuil, à quel moment vous avez mis, votre métier de côté, ne plus vous regarder, mais regarder le travail des autres en tant qu'acteur? Toujours, je pense. Dès le début? Oui, c'est petit quand on regarde des films. Il n'y a pas la télé, mais au cinéma ou sur scène. Donc, comme tout le monde sait, ou même s'ils ne savent pas encore, je vais le dire, les nouveaux, mes parents étaient artistes lyriques. Donc, ils travaillaient dans des théâtres municipaux. Mais dans ces théâtres municipaux passaient les tournées parisiennes. Et dans ces tournées parisiennes, il y avait les acteurs de Paris. Et déjà, les acteurs de cinéma, quand ils avaient un peu de temps, ils allaient faire de théâtre. Donc j'ai croisé comme ça, j'ai vu Michel Simon sur scène. Il y a des petits-enfants qui sont passionnés par les voitures de sport ou par les joueurs de foot. Moi, c'était les acteurs que j'aimais. Je voudrais que vous nous disiez un mot d'un homme que vous avez croisé, qui vient de disparaître. Vous avez fait le cours Florent. Lui a été l'élève le plus jeune du cours Simon. Il est rentré à 15 ans au cours Simon. Cet homme, vous avez tourné avec lui dans Japlou, il s'appelle Jacques Higelin. Qu'est-ce qui fait sa force comme acteur? Est-ce que c'est comme en chanson, il n'était pas chanteur mais enchanteur? Est-ce que c'est pareil, il n'était pas acteur, il était bien plus que ça? À sa disparition, j'ai tout d'un coup réalisé une chose, qu'au fond, et c'est ce qu'il a fait toute sa vie, succès ou pas succès, mais il a fait ce qu'il a voulu. Il m'a dit qu'il faut que tu sois libre.
m'a appris ça. Je sais pas comment on va se démerder, on va voir. Il faut s'évader, voilà. Évadons-nous. Évadons-nous, et comme il le disait, son grand danger, sa grande peur, c'était de laisser mourir ses désirs. Donc pour pas laisser mourir nos désirs, on s'évade, Daniel Auteuil. Ah oui, on s'évade. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour un match qui se joue en service volé et en W. Wenders et Varnier viennent échanger sur le cinéma qui les illumine.